On continue notre tour de la politique française grâce au merveilleux, à l'incroyable, au magique Alain Duhamel, notre dinosaure journaliste politique préféré ici à la Pas du Team. Alors je vous renvoie à l'épisode 1 si vous voulez avoir tout le bilan de Duhamel et de sa famille, qui couche avec qui est sorti du vagin de qui. Vous allez tout savoir sur cette dynastie incroyable pour laquelle, je vous rappelle, nous avons un grand projet de diminution de l'utilisation des pesticides en France et de les remettre au travail pour aller désherber les carottes de nos maraîchers camarades de la Confédération paysanne. Oui, les gars, nous vous avons trouvé de la main-d'œuvre, pas forcément pas chère, parce que tout sera démarchandisé, mais en tout cas que vous pourrez faire travailler avec zèle, n'est-ce pas? Nous allons continuer cet incroyable article de Paris Match, le journal préféré de Chris de Position Revue. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à ce qu'on continue ce banger? Parce que là, il nous arrive du Mélenchon, du Tondelier, du Zemmour. Oh là là, on va se faire kiffer. Du très très lourd, du protagoniste. Oui, oui, j'assume, Madame Zoé. Je ne perdrai pas les pédales devant vos sarcasmes. Paris Match est un journal populaire. J'assume de le lire avec délectation. Non, je ne lis pas Paris Match, mais j'aime. En vrai, vraiment, je le redis. Allez voir l'intro de la partie 1, mais il y a un vrai travail de décryptage. Cette dépolitisation est politisante et permet vraiment de faire ce que nous on déplore, c'est-à-dire de résumer la politique à des personnes. Voilà. Et donc, ce qu'on essaye, nous, là, de faire, c'est justement de dire ce qu'il y a derrière les tractations, les lignes politiques, les visions du monde. Et on va continuer. Je te laisse la main. On a fini sur Raphaël Glucksmann la dernière fois, qui a été tué sous les roues du 4x4 que François Hollande utilise pour rejoindre sa maison de Tulle avec vue sur les pauvres. Voilà. Et là, nous allons enchaîner, les amis. Certes, c'est Paris Match, mais nous ne regarderons aucune photo de Éric Zemmour en maillot de bain sur cette chaîne, je vous le dis. Oui, je sais que tous les hommes de France aiment regarder ce genre d'images pour pouvoir... Voilà, se remettre un petit peu dans leur propre virilité, se dire en fait, chérie, certes, j'ai pas d'abdos, mais ça passe. Je comprends tout ça. Voilà, nous aussi les femmes, nous savons ce que c'est d'essayer de se comparer les unes aux autres pour se dire en fait ça va. Mais c'est un mauvais réflexe. Il faut essayer de lutter contre ça. Vous êtes tous beaux, sachez-le. On revient sur du très très lourd. Alors tu vas voir, on va enchaîner deux gros poids lourds de la politique française. Le premier, c'est François Hollande, la quintessence de la politique. Alors jusque-là, nous, on est d'accord. Oui. Nous, on a un truc, c'est ne jamais sous-estimer nos adversaires. Oui. Même quand ils sont a priori très très débiles. Voilà. Oui. Et surtout quand ils apparaissent débiles alors qu'ils sont intelligents. Et François Hollande, c'est ça. C'est un type qui cache son jeu. Voilà. Alors, après, ça devient ridicule. Il vit la politique, il déguste la politique, il respire la politique. Il réagit en politique, il déjeune en politique, il dort en politique, il se détend en politique, il lit en politique. C'est fatigant. Oh là là, attends, mais pense à ce pauvre Alain Duhamel à qui on a. Je vous rappelle que son éditeur lui a dit 230 pages, Alain, s'il te plaît, et qu'il a fait baisser en fait que 60, et donc il a rajouté des phrases et des phrases et des phrases qui ne servent à rien. Même ChatGPT a trouvé ça chiant à écrire, quoi. Ah ouais. Bref. Ah ouais. Seuls sans doute François Mitterrand et Jacques Chirac s'identifiaient à ce point à la politique. Ça ne veut rien dire du tout. Ce que veut dire en fait l'autre, c'est que c'est un type qui est un politicien professionnel, comme seule notre république bourgeoise, monarchiste bourgeoise l'incarne, quoi. C'est vraiment une catastrophe de justement ne pas montrer que en fait la 5e République, les institutions fabriquent des politiciens professionnels, ce qui ne devrait pas exister. La politique est une œuvre collective qu'on devrait se partager tous. Tout le monde devrait disposer de temps pour faire de la politique, pour s'engager, revenir au travail, ne pas perdre son salaire, etc. Là, on a des gens qui vivent de la politique, qui s'enrichissent. C'est un vrai problème, justement, pour la conduite de la destinée sociale. Carrément, et c'est aussi un problème au sein des orgas, même quand on ne parle pas, tu sais, de très gros postes, d'élus, tu sais, de députés, de sénateurs, etc. Même au sein des orgas. Alors, dans les orgas, quand une orga devient grosse, tu as besoin d'avoir des permanents, tu vois. Tu as besoin d'avoir des gens qui ont vraiment du temps, qui est détaché pour ça, etc., éventuellement salariés de l'organisation et tout. Mais en vrai, c'est un vrai souci que ces postes-là ne soient pas, on va dire, définis à l'avance comme étant des postes qui doivent tourner. C'est-à-dire que, tu vois, je sais pas, t'es dans un des partis communistes de France, par exemple, si ton boulot temps plein, c'est d'être dans ce parti pendant 40 ans, genre Cécile Cukierman, par exemple, tu vois, au hasard, hein,
Mais en fait, ça fait, mais même en plus, encore plus quand tu portes un projet, on va dire, de transformation sociale, notamment un projet communiste, etc. T'as besoin d'être quand même un peu, on va dire, dans le monde de production, tu vois. Mhm. Alors, à la place que te permet, par exemple, tu vois, les gens qui ont des handicaps, etc., la manière dont le travail est organisé fait bah, que c'est pas toujours facile, tu vois, d'occuper un emploi dans le capitalisme actuellement en 2026. Mais quand même, tu vois, d'être un peu au contact des réalités de la vie, des trucs. Enfin, c'est un souci en soi, la professionnalisation de la politique. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir des gens payés pour en faire parfois, mais encore une fois, de manière séquentielle, limitée dans le temps et que ça tourne, quoi, que ça soit pas toujours les mêmes. Exactement, exactement. On a des propositions pour ça. Voilà. On Ok. reviendra là-dessus en 2026. Voilà. Donc, le virtuose est en échec à la présidence de la République. La phrase est bizarre quand même. Bah, il a dit à ChatGPT, la phrase est bizarre, et ChatGPT lui a dit, écoute mec, j'en peux plus d'écrire ta merde, donc tu vas prendre cette phrase telle qu'elle est et c'est bon, quoi. Le politique le plus doué de France semble alors le président le plus malheureux de la Ve République. Moi, je suis pas sûr qu'il soit malheureux, hein. Voilà. Oui, enfin. Aujourd'hui, il n'est pas tout puissant, mais de nouveau influent. De retour dans le jeu, il pèsera en faveur d'un candidat socialiste, quel qu'il soit, mais plutôt social-démocrate et plutôt élu de la Corrèze. Alors là, il dit candidat socialiste lui-même. Voilà. On verra comment il va peser. Nous, on savait effectivement qui tuerait Glucksmann. On verra si c'est lui ou un autre socialiste. Nous, on pense sur le désigné le plus important maintenant que Faure est mort, ce serait Vallot dans le Parti Socialiste. Il n'y a personne d'autre qui a l'envergure au Parti Socialiste. Ce ne sera pas Nicolas Meyer-Rossignol, personne ne le connaît. Vallot est président de groupe. Il n'est pas terrible pour l'instant. Vallot, va falloir qu'il muscle un petit peu son jeu là, mais après quand tu vois des retaillots qui font des tronçonneuses ou des trucs comme ça, tu te dis que bon, le niveau est pas excellent non plus. Tout le Voilà. monde peut taper 15 dans cette présidentielle. Tout le monde va pouvoir taper 15, c'est ça Voilà. la vérité. Mais ce qui est sûr, c'est ce qu'on disait dans les excellentes capsules. Il y a des oripeaux de Macron et de son délitement que va essayer de reprendre le PS, c'est-à-dire reprendre, on va dire, l'espace, un peu Macron, un peu Hollande entre 2012-2017, là, ce centre-gauche, là, réduire Mélenchon à 12, ce qu'il avait en 2012, tu vois. Et Hollande est à la manœuvre pour ça, dans sa fédération de la gauche non FI, de la gauche de gouvernement, etc., qui va de Cazeneuve au PCF. Voilà, donc il est à la manœuvre là-dessus. Ça va être très intéressant de voir que maintenant que la primaire est un peu morte, quelles vont être les tractations. C'est là où j'ai du mal à voir Hollande, même si je trouve qu'il y a plein d'arguments. Je sais qu'il est à la manœuvre, qu'il est très important, mais je ne le vois pas candidat, parce que je ne le vois pas, rassembler des gens derrière lui. Bah ouais. Tu peux, en tant que Marine Tondelier, te mettre derrière Vallot, te mettre derrière même Glucksmann, et encore c'est dur, mais voilà. Mais le passif de Hollande, si t'es Tondelier, chef de parti, tu peux pas rallier ton parti de gauche à te mettre derrière le retour de Hollande, quoi. Et en fait, le retour de Hollande, moi, me fait l'effet du retour de Sarkozy 2017. Tu te rappelles, Zoé, tout le monde a dit Sarkozy revient, il va défoncer tout le monde à la primaire, et il s'est fait fumer par Ouais, il Juppé s'est banané. Il s'est et banané de fou. par Juppé et Fillon, parce que le gars, personne ne voulait être à la remorque de son passif qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Et je pense qu'Hollande a le même problème. Tu ne peux pas, en tant que Roussel, c'est déjà dur de vendre de se rallier aux socialistes, à mon avis, mais alors se rallier à Hollande candidat, il y a un espace pour lui, ce serait vraiment, à mon avis, une très grosse crise. C'est une très grosse crise internationale pour jouer le coup de je suis un ancien président, j'ai su gérer, regardez, j'étais aux attentats de 2015 avec Netanyahou. Voilà, sur la photo. Oui, oui, on s'en souvient très très bien. Pour info, le génocide des Palestiniens dure depuis 47. Ça ne dure pas depuis 2023. C'est un peuple qui est génocidé par la déculturation, par la dépropriétarisation de ses terres, on n'en parle pas assez, mais le vol de sa culture. Quand vous voyez des livres qui sont très connus de cuisine israélienne, en fait, tout ça, c'est du vol de la cuisine palestinienne. Voilà, c'est vraiment un vol absolu de la culture, de l'existence, de la souveraineté, des terres du peuple palestinien. Et ça, c'est un génocide culturel, ethnique, et maintenant, on va dire, directement du peuple, quoi, une tuerie, quoi. Oui, ce qui avait déjà commencé avant aussi. Mais dans les niveaux, là, tu as vu, alors c'est hyper dur d'avoir des chiffres et tout, mais il y a certains chiffres qui annoncent quasiment 20% de la population de Gaza qui a été tué, quoi. Enfin, c'est inimaginable les niveaux d'horreur dans lesquels on est. Et donc oui, effectivement, au moment des attentats de 2015, on avait eu droit à Netanyahou qui vient défiler. Ils étaient tous les uns à côté des autres, là. C'était vraiment, mais bon, bref, c'était vraiment honteux.
Bah, de toute manière, le PS, de toute façon, dans la période post-7 octobre, a été minable. Nous, on l'a dénoncé dès le début, mais que ce soit les Gage, les pires, mais même les Chloé Ridel, etc., ont été Ah des ouais, gens ouais. d'une lâcheté qui confine à la collaboration avec le pire. Mm, mm. Parfaitement. Mais effectivement, Hollande, dans cette configuration-là, il pourrait se frayer un petit chemin, sachant que l'erreur qu'il n'a pas faite, parce qu'il est plus malin que Sarkozy, contrairement à Sarkozy, c'est qu'il ne s'est pas représenté. Sarkozy, il s'est représenté. Alors, il avait plus de chances de gagner qu'Hollande. Hollande avait quasiment aucune chance de gagner une présidentielle sur son second mandat, hein. Le mec était détesté, etc. On vous rappelle la loi travail et tout ça. Alors, je vous rappelle que nous allons faire un gros bilan du Parti socialiste de 2022 à nos jours en public le 20 février prochain. Les places sont complètes. On est désolé, on a tout vendu en 24 heures. On ne se doutait pas qu'on arriverait à vendre les 400 places en 24 heures. Les gars, vous êtes beaucoup trop motivés, hein, mais c'est très bien. On est très contents, hein. Mais du coup, il y a plein de gens qui sont déçus. Sachez qu'il y aura une grosse rediff sur YouTube, hein, pour cet événement et qu'on le prend en compte pour les prochains événements qu'on va organiser, quand c'est sur Paname, il faut qu'on prévoit large. Mais merci beaucoup pour ça. Mais donc voilà, et en fait, Hollande, pour revenir à lui, il a eu l'intelligence de ne pas se représenter. Donc si tu veux, il a aussi une forme... tu sais, de virginité là-dessus. C'est-à-dire qu'il Ouais, n'a pas été battu, quoi. c'est ça. Donc il peut jouer là-dessus. Et après, encore une fois, enfin ça, on vous le redit, c'est un peu notre bataille ici. On a fait une vidéo très complète sur Hollande avec une magnifique miniature de Magne qui le décrit en parrain. Parce que nous, c'est notre lutte là ici de sortir du truc Flamby. C'est pas Ah oui. Flamby. C'est pas un mec gentil, le gentil papy qui te fait sauter sur ses genoux à Noël et qui veut le bien de la France et qui par hasard s'est retrouvé à faire le social trade. Mais bon, c'est parce qu'il savait pas quoi faire autre chose. Non, c'est un des plus gros requins de la politique française de ces 60 dernières années. Là-dessus, on est d'accord avec Duhamel. Vraiment, méfiez-vous de ce gars. Si c'est pas lui qui y va, ça sera son poulain. Boris Vallaud est son poulain depuis très très longtemps. C'est son bras droit depuis fort longtemps. Donc voilà, méfiance sur Hollande. Ce gars peut toujours revenir et donc vraiment, on est à fond. Plus jamais PS parce que malheureusement parfois la mémoire des gens est courte, notamment parce que les médias ne font pas leur travail de rappel mémoriel sur ces trucs-là. Donc écoutez, nous on va le faire, et je vous rappelle aussi que si vous voulez participer à la campagne Plus jamais PS, notamment des collages, etc., vous pouvez aller sur le site On ne veut plus, nous contacter. Vous faites un binôme paritaire issu d'un petit collectif d'une quinzaine de personnes et nous on vous fournit gratos du matos pour coller. Donc vraiment n'hésitez pas à aller sur le site et notamment je vous le dis en région parisienne on a beaucoup de monde qui sont motivés. Donc si vous avez envie de mettre la main à la pâte et même partout en France, on a des endroits où c'est des toutes petites communes avec des gens qui se bougent. Donc vraiment voilà, contactez-nous. Voilà. C'est marrant le flamby parce qu'on a mis en parrain. C'est vraiment le flamby Ouais. empoisonné. Il y a une scène du Parrain 3 pour ceux qui adorent le Parrain comme moi qui les ont vus 100 fois, voilà, où Don Altobello, Eli Wallach, l'acteur, meurt d'un canolo empoisonné. Hollande, c'est la même chose. Vous croyez que c'est sucré, que c'est gentil, que c'est pas méchant, mais au final, c'est lui qui vous tue, quoi. Voilà. Donc. Mm, On est encore dans le Parrain. Voilà. Merci carrément. de m'avoir lancé pour pouvoir parler de ce très grand film. Et ben dans le genre un peu Parrain là, on en a un qui est Autre pas style. mal. Je te le laisse, c'est Gérard Larcher. Gérard Larcher, un dinosaure de la politique lui également, hein, toujours présent à la droite, président du Sénat, cette institution qui disparaîtra quand nous aurons pris le pouvoir, hein, évidemment. Que nous dit notre incroyable Alain Duhamel dessus, à moins que tu aies un petit mot à dire sur Gérard Larcher avant qu'on commence la lecture, mon Chris? Non, alors moi je dis que Gérard Larcher, il avait un destin du graphique. Qui a tout fait pour être empêché, parce que tu sais que si Macron avait démissionné comme on l'avait annoncé début 2025, ce serait lui le président de la République par intérim. C'est le président du Sénat qui devient président de la République si le président de la République démissionne. Voilà. Donc normalement, il aurait dû être président de la République, Gérard Larcher, en 2025. Macron a tout fait, et le PS a sauvé Macron, a tout fait pour rester, et le PS l'a sauvé en sauvant le cornu, voilà. Donc on n'a pas eu cette prophétie réalisée. Mais donc voilà, Larcher aurait dû être président dans un multiverse annoncé par la patte du team, malheureusement. Je pense que là, ce sera compliqué pour lui. Tout le monde est organisé maintenant pour aller à la présidentielle 2027. Il n'y aura pas de dissolution et à mon avis, il n'y aura pas de démission de Macron puisque voilà, les budgets passent par 49.3, par le soutien le plus collaborationniste du PS. Voilà. D'ailleurs, Chris, je te rappelle qu'il y a des hérétiques qui racontent que le Saint graphique s'est planté Alors, parce qu'on avait dit que Macron devrait démissionner fin 2025. Alors, écoute-moi, à chaque fois que je lis ça, des gens qui écrivent que le Saint graphique s'est planté, je me dis, mais ces gens devraient craindre le Saint graphique, en fait, déjà, pour commencer. Et donc, je rappelle que non, ce n'est pas le Saint graphique qui s'est planté, c'est nous qui nous sommes trompés.
Voilà. dans la lecture de ces exégèses, d'accord, nous pensions naïvement que le PS n'était pas assez traître pour sauver le cul de Macron. Mais en fait, si, ils l'ont fait. Donc voilà, nous avons péché parce que nous avons surestimé le PS, bien que nous savons, hein, nous savons pourtant, mais on continue à les surestimer. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a lancé la campagne Plus jamais PS. C'est aussi pour nous, Voilà, pour c'est se une rappeler que... autocritique. Exactement, c'est une forme d'autocritique. Alors, Gérard Larcher, un homme puissant, très puissant. Macron, Braun-Pivet, Ferrand sont ou ont été contestés. Gérard Larcher est le moins discuté des hiérarques de la République, à un moment où le Sénat n'a jamais été si puissant. Je reprends un petit point là parce que c'est intéressant, on se dirait qu'il se rend compte de sa connerie du Hamel dans sa phrase, parce qu'il dit Macron, Braun-Pivet, Ferrand ont été contestés, sauf Gérard Larcher. Et en fait, il dit peut-être parce que le Sénat, personne n'en a rien à branler en fait. Tu vois, vu que c'est Possible. c'est la seule institution qui n'est pas au suffrage universel direct. Voilà, je rappelle les gens que le Sénat est élu par des grands électeurs, les maires, les conseillers régionaux, enfin les élus locaux. On ne vote pas directement pour les sénateurs. Donc c'est vrai que les gens s'en tapent. Et c'est aussi pour ça que c'est une institution extrêmement droitière, puisqu'elle est élue par les communautés locales qui sont beaucoup plus à droite ou conservatrices en général. Et donc là, il s'en rend compte, il dit à un moment quand même où le Sénat n'a jamais été aussi puissant. De quoi tu parles? À quel moment le Sénat est plus puissant qu'avant? Il n'a jamais été puissant, il n'a rien fait, il n'a empêché aucune forme de navette parlementaire. Donc c'est n'importe quoi. Si Larcher n'est pas contesté, c'est que le Sénat est une institution de droite dont tout le monde se fout et qui serait amenée normalement à disparaître. Et là, je fais une proposition j'en profite pour tendre la main à monsieur Michel Clouscar, qui, dans son héritage, nous a laissé une très belle transformation du Sénat, transformer le Sénat en parlement du travailleur collectif, c'est-à-dire y mettre que des travailleurs représentés par rapport à leur niveau et à leur statut pour pouvoir contrecarrer les politiques bourgeoises de l'Assemblée nationale. Voilà, donc proposition de tuer le Sénat et en faire une institution beaucoup plus représentative des classes et du monde du rapport de force sociale capitaliste. Voilà. Continuons. Un homme de poids. Moi, je sais pas si je l'aurais tenté celle-là. Border grossophobe un peu. Moi, je peux la faire parce que je suis concerné, a priori. Ah oui, Chris se fait body shame sur Twitter. Il me demande, je suis vraiment gros? Je dis, mais en fait, que tu le sois ou pas, déjà, bon, non, la définition médicale, non. Mais que tu le sois ou pas, on s'en fiche, Chris, parce que c'est toi le plus beau. Donc, voilà. C'est le gars qui a besoin d'être conforté, quoi. Bah, bien sûr, mais Non, c'est un son homme rôle, c'est notre rôle. Un en tant homme de qu'ami. poids, tu peux pas l'écrire. Ah bah oui. Garde. Oui, putain, attends, mais t'as lu la suite? Un homme de poids a tous les sens du mot. Il l'a vraiment fait exprès, quoi. Alain Duhamel, dans le grand vide, il se permet d'écrire. Bon, Larcher, il est gros quand même. J'ai pas raison. T'es là, oui, après, Alain Duhamel, excuse-moi, mais tu n'as pas un IMC à 22 non plus, si je peux me permettre. Et ce qui n'est pas grave, encore une fois. Moi, je n'ai pas de problème avec l'IMC des gens, contrairement à Alain Duhamel qui écrit sur Gérard Larcher. Non, mais ce qui est intéressant, ça, c'est, tu sais, cette transformation de l'imaginaire du puissant. Aujourd'hui, les puissants, tu sais, ils adorent faire du marathon, ils sont sveltes. Tu vois, je veux dire, quand t'es puissant, tu peux pas te permettre d'être trop enrobé. Larcher, il a cette image du puissant, tu sais, des caricatures du 19e siècle où tu mangeais bien, t'étais gras, tu vois ce que je veux dire? Ce qui a disparu. Et c'est pour ça que je pense que Larcher, il a aussi cette bonhomie. On a l'impression d'avoir, tu sais, le notable puissant des années fin du 19e qu'on caricaturait, tu vois, un peu gros, quoi, pour le dire, tu vois, parce que bien mangé par rapport aux gens du peuple qui étaient eux-mêmes très maigres par insuffisance alimentaire. Alors que maintenant, les transformations des forces productives font qu'il n'y a plus d'insuffisance alimentaire, en tout cas dans les pays du centre occidental de l'impérialisme, enfin, moins, tu vois. Vas-y, continue, mais je vais mettre un bémol. Mais par contre, il y a beaucoup plus de malnutrition et qui fait qu'il y a beaucoup d'obésité, c'est plutôt ce qu'on voit, quoi. Voilà, donc, exactement, parce qu'en fait, il y a quand même une difficulté d'accès à la nourriture et à la nourriture qui permet de rester en bonne santé. C'est ça le truc. Et donc, en fait, la particularité du surpoids de Larcher, vas-y, tant qu'on y est, on va en parler du surpoids de Larcher, tu vois. Hot take, je pense qu'il y a plein de gens qui subissent vraiment la grossophobie de fou, qui ne sont pas Gérard Larcher, et donc c'est pas forcément le premier gars que j'ai envie d'aller sauver là-dessus. Maintenant, c'est intéressant parce que, comme tu le dis, Larcher, il a une obésité d'homme puissant, ce qui est un truc ancien, etc. Et donc, on va pas regarder son obésité de la même manière que l'obésité des hommes pauvres et l'obésité des femmes
femmes pauvres particulièrement, parce que les femmes prennent plus de grossophobie que les hommes. Les femmes sont aussi plus fréquemment en surpoids que les hommes pour de multiples raisons, hormonales, etc. Enfin voilà, des variations, le fait d'avoir des grossesses et tout ça, par exemple, on sait que c'est des facteurs. Et puis les femmes ont une pression sur leur poids qui est un peu supérieure à celle des hommes, même si les hommes aussi ont une pression sur leur corps et tout ça. Les femmes l'ont beaucoup plus, et on sait aujourd'hui que, par exemple, le fait d'imposer des régimes diététiques, tu sais, des régimes pour maigrir à des adolescentes ou à des enfants, c'est des trucs qui font grossir. Et même en règle générale, pas que dans l'enfance et dans l'adolescence, mais aussi dans l'enfance et dans l'adolescence, les régimes tels qu'on les pense, quand vous regardez les études cliniques, etc., dans la majorité du temps, à la fin, ça fait grossir. Quand vous faites drastiquement baisser le poids, notamment quand c'est des régimes très lourds, qui font des pertes de poids très rapides, etc., ça crée ensuite des phénomènes de compensation, voire même ça crée des troubles du comportement alimentaire avec des compulsions et tout ça. Et donc, on sait que ça favorise ensuite le fait, bah, tu as perdu 20 kilos et puis tu en reprends 30, et puis tu en repères 20, puis tu en reprends 40, etc. Le fameux effet yo-yo. Et beaucoup de gens qui sont en grand surpoids aujourd'hui ont souvent une histoire de variation de poids très très importante. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir à perdre du poids. Il y a des gens qui arrivent à perdre du poids et qui le perdent durablement et qui se sentent bien et qui développent pas de troubles du comportement alimentaire en perdant du poids, etc. Il y a aussi plein de gens qui sont en surpoids parce qu'ils ont des troubles du comportement alimentaire et notamment ce qu'on appelle de l'hyperphagie, c'est-à-dire le fait de beaucoup beaucoup manger en dehors du fait qu'on a faim et tout ça. Et il y a plein de causes à ça, notamment par exemple un antécédent de violence sexuelle, particulièrement dans l'enfance ou dans l'adolescence, est un gros facteur de risque d'avoir des troubles du comportement alimentaire et notamment de l'hyperphagie. Une fois qu'on a dit ça, l'obésité est un truc avec un gradient social énorme. Énorme, c'est-à-dire que dans les classes les plus précaires, on est autour de 20-25%, alors que dans les classes les plus riches, on est à moins de 5%. Donc c'est vraiment une maladie sociale, si on peut appeler ça une maladie. L'obésité en soi n'est pas forcément une maladie, mais il y a des choses qui sont associées à l'obésité, par exemple des problèmes articulaires, du diabète, des maladies cardiovasculaires. On sait que c'est un facteur de risque pour avoir ça. Maintenant, c'est pareil, tu vois, sur l'obésité, encore une fois, il y a des gens qui ont des IMC à 30-35, donc qui sont, on va dire, dans la définition obèse, mais qui sont en meilleure santé que des gens qui ont un IMC à 20, mais qui fument, qui boivent, qui sont en dépression, enfin, tu vois, qui ont tout un tas de... ou qui ont d'autres types de maladies, je sais pas, des maladies auto-immunes très graves, enfin, voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, la grossophobie, c'est aussi quand même vraiment une discrimination sociale et il faut vraiment pas le négliger. Parce que tu sais, en plus, tu as des gens qui croient que, ouais, bah, quand même, les gens qui sont gros, si on leur dit que si on arrête de les discriminer parce qu'ils sont gros, bah, ils vont se dire qu'il n'y a pas de problème à être gros et ils vont rester gros et c'est pas bon pour leur santé. Alors, spoiler, en fait, plus vous faites chier les gens sur leur poids, plus ça les met mal et bon, déjà, c'est déjà un problème, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais plus en plus, ça peut renforcer notamment des phénomènes de troubles du comportement alimentaire, etc. Et donc ne pas du tout les aider à perdre du poids si c'est leur souhait et si c'est une nécessité, ce qui n'est pas toujours le cas. Et une fois qu'on a dit ça, quand même, il faut se rappeler que les discriminations, par exemple, une des plus grosses discriminations à l'emploi qui soit, c'est l'obésité. Et particulièrement Ah dans oui, les emplois... je savais pas ça. Ouais, si, si. Particulièrement dans les emplois qualifiés. Parce qu'il y a une espèce de vision de la personne obèse, elle l'a choisi, tu vois. Alors, c'est genre vraiment, c'est vrai que tous les matins, il y a des gens qui se réveillent en se disant, tiens, si je faisais 120 kilos, ça va être super pour moi. Je pense que vraiment, tout va être bien. Les gens vont être sympas avec moi. Ma vie va être cool. Je vais être en bonne santé. Enfin, personne ne se dit ça, tu vois. Personne, vraiment. C'est pas un choix, l'obésité. Et c'est un phénomène vraiment complexe qui est à la jonction entre des phénomènes biologiques, qui soient hormonaux, génétiques, etc., des phénomènes sociaux, des phénomènes psychologiques. C'est complexe comme truc. C'est pas juste un t'as qu'à moins manger et puis tu vas perdre du poids. Enfin, ça, c'est vraiment le niveau zéro de la réflexion sur la santé des gens. Vraiment. Et en plus, c'est des phrases de connards. Voilà, je vous le dis, ce sont des phrases de gros connards. Donc, c'est une des plus grosses discriminations à l'embauche parce que les gens vont se dire eh ben voilà, comme c'est une personne obèse, il est pas dynamique, il est pas intelligent, c'est pas quelqu'un qui sait se bouger, etc. Enfin, t'as vraiment, tu vois, ce truc-là. Ouais. Et il y a une catégorie particulière de personnes en obésité qui subissent beaucoup moins ça. Ce sont les hommes de grand pouvoir. Rien à voir avec Gérard Larcher, du coup. Bah, du coup, un peu si. Mais Gérard Larcher, il fait un peu exception parce que lui, il prend ça, parce que peut-être que voilà, son visage est plus caractéristique, tu vois, de l'image qu'on se fait, tu sais, d'une peinture de Rubens avec un, tu sais, un puissant, tu sais, allongé qui mange une grappe de raisin et tout. C'est comme ça que tu imagines un sénateur romain un peu. C'est ça. Je pense que t'as un peu ce truc-là, tu sais, dans les sénateurs dans Astérix et Obélix, tu sais. Exactement. Tu l'imagines un peu comme ça, quoi. Donc voilà, mais on a fait un petit point grossophobie. Écoutez, et on pourra en reparler si vous voulez, parce que vraiment les histoires de poids, c'est passionnant. Je me permets de rappeler, c'est vraiment une vidéo à l'ancienne de Pas du stream. C'était l'époque où Pas du était tout seul.
Il avait fait une vidéo, notamment, il répondait à Infâme sur des trucs en lien justement avec ce truc de faut quand même mettre un peu la pression au gros pour qu'ils soient motivés pour perdre du poids. Et il avait notamment invité un pédopsychiatre spécialiste des troubles du comportement alimentaire. À l'époque, il n'était pas out, les gens ne savaient pas que Padu était lui-même en études de pédopsychiatrie. Mais voilà, je vous conseille d'aller voir cette vidéo si ce sujet de l'alimentation, du surpoids et des discriminations faites aux personnes en surpoids, comment ça peut avoir un impact négatif en réalité sur leur santé, contrairement à ce que croient certaines personnes. Je vous conseille d'aller voir ça. Parenthèse fermée, revenons à Gérard Larcher qui se fait body shame par Alain Duhamel. Il a toutes les caractéristiques et certains défauts du sénateur type, l'envergure en plus. Homme fort de la droite qui refuse d'en être le chef national. Gérard Larcher est un type plus intelligent que Duhamel. Le gars, il mange bien. Non mais on a fait tout le truc avant, je peux me permettre, madame la... hein. Non, non, mais juste, je voulais dire, il mange bien, c'était vraiment dans l'expression populaire, tu vois, des gens qui se gavent dans la République, tu vois, voilà. Quel intérêt il a à vouloir être président, à vouloir rassembler les droites, il peut être élu à vie au Sénat, enfin, président du Sénat, donc enfin, vraiment, essayer d'en parler comme ça n'a assez peu d'intérêt. Donc oui, à part si Macron démissionne, je vois pas Larcher président. Voilà. Excusez-moi, je vais juste clore cette histoire sur la grossophobie parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit quand même et que j'aimerais dire, même si c'est un sujet qui nécessiterait qu'on s'étende beaucoup plus longtemps dessus. Ça veut pas dire que les régimes, ça fait grossir en moyenne. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de perdre du poids si c'est son souhait et ou une nécessité pour soi-même. Il y a des méthodes pour le faire. En gros, perdre du poids très très vite, très très fort, c'est pas forcément la meilleure méthode, même s'il y a des gens qui perdent du poids comme ça et qui vont bien comme ça et qui ne reprennent pas de poids derrière. Mais il faut un déficit calorique un petit peu, mais pas trop, et surtout de l'activité physique adaptée. Et sachez que il y a notamment du sport adapté. C'est en train d'être développé de plus en plus avec des éducateurs sportifs qui sont formés à travailler notamment avec les personnes qui sont en surpoids, parce que si tu veux, c'est vraiment le cercle vicieux. Quand tu es en surpoids, notamment en grande obésité, ça peut être notamment tu vois, comme il y a un regard hyper discriminant de la société sur toi, le fait d'aller faire du sport dans un club de sport, rien que ça peut être dur. Que les gens te voient en effort, etc. Enfin, ça peut être Ouais, vraiment c'est difficile. Et compliqué, donc, hein. sachez qu'il y a voilà, du sport adapté avec des éducateurs et des éducatrices sportives qui sont formés spécifiquement pour travailler avec les personnes qui sont en obésité et qui aident pour ça. Ça peut être une aide. Et il y a aussi, je me permets de le dire, mais des chirurgies qui sont faites, hein, des chirurgies de l'obésité. Il y a beaucoup de gens qui y ont recours parce que effectivement, dans les premières années, ça marche entre guillemets. Et je me permets quand même de rappeler que ces chirurgies, ce sont des chirurgies qui sont quand même très risquées, avec un risque opératoire, c'est-à-dire pendant l'opération, et post-opératoire qui est important. C'est des chirurgies où on retire des parties, alors pas pour toutes, soit on réduit, soit on retire entièrement des parties du tube digestif. Ça fait des vies qui sont différentes derrière, hein, avec, on peut manger qu'en très petite quantité, il faut manger très lentement, enfin voilà, ça change vraiment la vie. Ça peut effectivement faire perdre du poids aux gens, mais on sait aussi qu'il peut y avoir une majoration, notamment des risques suicidaires, etc., après les chirurgies, donc c'est vraiment des trucs à peser. Du coup, je dis aussi tout ça pour les gens qui pensent que, en fait, voilà, si on est obèse, c'est qu'on le reste parce qu'il existe des solutions et notamment ces fameuses chirurgies. Ben non, en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas envie ou qui ont des contre-indications médicales à avoir recours à ce type de chirurgie qui sont pas du tout des baguettes magiques simples. Dernier truc, il y a des médicaments qui ont été mis sur le marché comme antidiabétiques récemment, dont tout le monde parle, le fameux Ozempic. Donc c'est une famille de médicaments en fait qu'on appelle les analogues du GLP-1, voilà pour votre petite culture, des médicaments par injection et qui ont fait beaucoup beaucoup de bruit parce que notamment il y a Kim Kardashian qui a dit ouais voilà j'ai pris ça et j'ai perdu du poids, etc. Les médicaments dont on parle, l'Ozempic, sont des médicaments qui sont indiqués pour le diabète, d'accord, et pas pour d'autres types de choses. Il y a un médicament qui vient de sortir sur le marché qui est de cette classe pour le surpoids spécifiquement. Il y a énormément d'effets indésirables potentiels avec ces médicaments. Donc pareil, ça se pèse vraiment le pour et le contre. Je le dis pour les gens qui achètent ça sur Internet parce que malheureusement, il y a de la revente en marché noir avec des ventes qui se font sur Internet. Ça peut être vraiment dangereux de prendre ça sans avis médical et sans surveillance médicale. Et le fameux Wegovy, qui est le truc qui a été mis sur le marché en France, mais qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, coûte plus de 400 euros par mois. Voilà. Et pour une balance bénéfice-risque qui peut vraiment se discuter. Voilà, je suis désolée, je finis là-dessus, mais je me disais qu'on ne pouvait pas aborder ce sujet sans vraiment parler de ça parce que c'est important. Pardon, c'était la parenthèse médicale qui est maintenant fermée. Ne soyez pas des enculés avec les gens en surpoids, s'il vous plaît, laissez-les tranquilles. Et si vous l'êtes vous-même, dites aux autres d'aller se faire foutre et trouver des professionnels de santé qui ne soient pas des grosses mères de grossophobes, ce qui n'est pas si fréquent, mais qui existe. Et je vous renvoie notamment
à tous les travaux faits par le GROS, oui, c'est vraiment le GROS, G-R-O-S, groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, qui est une approche totalement différente des questionnements sur l'obésité et le surpoids, et notamment de travailler sur tous ces phénomènes de grossophobie soignante et des conséquences que ça a sur les gens. Voilà, parenthèse fermée, désolé, on retourne au reste. Pardon. Moi, je trouve ça très bien parce que comme il a aucun avenir politique, Larcher, autant mettre du contenu justement sur la grossophobie et l'obésité, ça a servi à ça. Oui. C'est très, très bien. Là, je sais pas ce que tu vas pouvoir mettre comme digression. Parce qu'on a le cornu. Écoute bien, c'est vraiment le style du Hamel. C'est 60 ans de ça, c'est long quand même. Je trouve que les 59 dernières années sont un peu longuettes. Il n'est pas populiste, il est affable. Donc notre Premier ministre. Allure de panda, mais œil de renard. C'est quoi ces conneries? Le mec a essayé de faire du sous-proverbe chinois, tu sais. Jamais sous la 5ème République, un Premier ministre n'était... comme lui, entrer à Matignon en haillons. D'accord. En haillons. Je pense qu'Alain Duhamel, c'est comme il considère que tous les gens qui ne sont pas de sa famille et nés à Paris sont des provinciaux. Je pense qu'il a une assez mauvaise représentation de ce que sont des haillons et de ce qu'est la vie des pauvres en général. Mais bon, bref. En haillons, en lumpen, voilà, parce que le lumpen prolétariat, c'était le prolétariat en haillons en allemand. Et donc là, c'est le Lumpen Premier ministre. Je sais comment on dit Premier ministre en allemand, toi qui pratiques la langue de Goethe mieux que personne. En allemand, ça se dit Kanzler, cher Chris, et ça veut dire chancelier. Voilà, donc c'est le Lumpenkanzler. Lumpenkanzler. Le chancelier en haillons. Voilà. Donc on a réussi quand même à faire quand même un lien. Le cornu, Duhamel, Marx et Engels. C'était pas gagné comme ça. Ça, c'est fort. Ça, c'était pas super gagné, quoi. Il a une méthode, le cornu, un style, le cornu. Oui, bah en fait, il se fait rallier par le PS qui ne veut pas aller à la dissolution, comme on l'a dit, parce qu'ils ont peur de se faire écraser comme les noisettes qu'ils sont. Artisan de la politique, ce savetier de la politique. Un savetier, le mot on se demande ce qu'il vient foutre là, permet au gouvernement d'avancer en claudiquant. Ah bah là, ça y est, c'est bon ça. C'est le meilleur ami de Macron. Il s'est dit, tiens, je vais mettre des mots désuets, perlimpinpin, claudiquant. Bon, claudiquant, ça me fait penser à Claudie Faucon. Oui. Mais ça, tu ne le sais pas, Docteur Zoé. Donc, bref, ensuite, on va passer un peu plus c'est lourd. un des films que j'ai vu. J'ai vu très peu de films dans ma vie, mais j'ai vu Dickeneck. Là, on va enchaîner trois gros poids lourd de la politique, là c'est très important. Première, Marine Le Pen. Alors, Marine Le Pen, que nous dit Alain Duhamel? Va-t-il réussir à ne pas être misogyne en parlant de Marine Le Pen? Grosse question. Elle ne manque pas de force et de capacité de résilience. Combative et même agressive, autoritaire et cassante, charismatique et même violente. T'as vu, c'est fou en fait, parce qu'en fait, je pense que ces adjectifs-là, agressif, violence, etc., pour tous les gens dont on me parle là, qui sont à ce niveau-là de responsabilité politique, tu peux le mettre. Tu vois, ah oui, clairement. c'est sûr. C'est que pour les femmes qu'il le fait remarquer. Ouais. Parce que ce ne sont pas des qualités féminines normalement, tu sais, c'est des trucs genre c'est la douceur, la médiation, le côté maternisant, tu vois. Ça c'est vraiment très patriarcal et genré pour le coup, cette division-là. Il n'a pas l'impression d'être patriarcal, mais il l'est en qualifiant une attitude qui serait antinaturelle pour les femmes alors qu'elle est naturelle pour les hommes en politique. C'est vraiment l'expression type du patriarcat. Exactement. Ce n'est pas une littéraire, comme le prouvent bien ses livres. Alors, Alain Duhamel, si je puis me permettre, je te retourne le compliment. Parce que bon... Là, nous, ça fait 2 capsules et demie, enfin 1 capsule et demie, presque 2, qu'on te lit. T'es pas Chateaubriand non plus. Oui, voilà. Tranquille, Alain, quoi. C'est ça. Ce n'est pas une idéologue, comme le démontrent ses variations, voire ses reniements. Alors, c'est un peu vrai, je pense. Oui, en fait, elle a... elle suit... Elle a un héritage, c'est une héritière. Vraiment, Marine Le Pen, pour le coup, c'est vraiment une héritière. Et elle hérite d'un héritage familial et politique, c'est-à-dire cette apparence du anti-système, on les a jamais essayés, elle parle pour nous ceux pour qui la politique ne parle plus. Enfin, vraiment, elle hérite de ça. Elle essaye de le faire fructifier en allant à la présidentielle, c'est compliqué. Je pense qu'en fait, son avenir est assez compromis. Je pense qu'elle va pouvoir se présenter. Si les juges la laissent se présenter, mais en fait, il risque d'avoir de grosses guerres internes si elle a cette capacité, plus que si c'est Bardella.
Et Bardella est aujourd'hui a priori mieux placé et plus à même de rassembler des gens de droite autour de lui, même s'il est très très faible. Donc c'est compliqué ce qui se passe au RN. On a quelqu'un qui incarne bien, qui peut solidifier son socle, mais qui a du mal à l'élargir, qui est Marine Le Pen. Et quelqu'un qui peut l'élargir, mais qui est très faible pour aller dans une campagne présidentielle. Donc les deux ont des atouts et donc c'est pour ça et des difficultés. Donc c'est pour ça qu'ils risquent de se battre. Mais Marine Le Pen, à mon avis, avec la moïsation, elle va perdre ce qu'elle essaye d'incarner, cette espèce de troisième voie, gaulliste, sociale, au-dessus des partis, clé de voûte. Pour moi, elle va perdre ça. Et c'est là une opportunité, à mon avis, pour la gauche. C'est-à-dire, si cette opposante-là perd cette capacité d'être ce qu'on n'a jamais essayé, une gauche de rupture fondamentale qui incarnera justement le truc, ça on n'a jamais essayé en fait finalement. C'est pas l'extrême droite, le racisme, le pacte raciste qu'on n'a pas essayé, c'est le pacte égalitaire qui va reprendre le capital, qui va partager le travail, qui va relancer la machine productive. Ça, c'est vraiment fondamental dans les années à venir. Et je vous rappelle notamment une capsule en particulier qu'on a faite sur le début de la guerre au RN entre Bardella et Le Pen, où on développe beaucoup ça. En économie, elle ne risque pas d'entrer en lice pour le prix Nobel. Alors ça, c'est qu'ils ne la trouvent pas assez néolibérale. Ne cherchez pas. Alors oui, effectivement, elle ne mérite pas de prix Nobel, mais Alain Duhamel non plus. Et j'ai envie de dire, presque ça me donne envie de me dire qu'elle est crédible en économie. Tu vois ce que je veux dire par exemple, aucun économiste marxiste, on en a cité beaucoup, mais Alain Bir, Michel Husson, malheureusement, il est mort, mais à titre posthume, Duménil-et-Lévy, voilà, des marxistes, des économistes marxistes français contemporains, voilà. Il y en a d'autres à l'étranger aussi, la Pavitsas, voilà. Enfin, on peut en citer plein, n'auront pas le prix Nobel non plus parce qu'ils sont justement contre l'économie politique libérale et bourgeoise. Je rappelle, le Capital, c'était critique de l'économie politique. Donc c'est plutôt une bonne chose de ne pas être prix Nobel de l'économie. Alors, nous rappelons que nous ne sommes pas en train de dire que Marine Le Pen est une économiste marxiste. Ah non. Évidemment, c'est notre ennemi politique absolu, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Alain Duhamel aussi. Mais elle a su se choisir un dauphin. C'est une marque d'intelligence et une opération politique inédite. Et si finalement sa principale réussite s'appelait Jordan Bardella, là, tu vois, il est aux fraises. Il est vraiment aux fraises parce que, encore une fois, on l'a dit plein de fois, mais Marine Le Pen, elle est jeune, d'accord ? Elle a encore au moins 2 à 3 élections présidentielles potentiellement auxquelles elle peut participer. Et donc, elle n'a pas du tout envie que Bardella la remplace tout de suite. Mais pas du tout. Et ils sont même en schisme actuellement avec Bardella qui tient son discours pro-business, etc. Et elle qui veut rester sur sa ligne anti-système, pas d'union des droites et tout. Donc c'est vraiment, mais Alain Duhamel est vraiment un très mauvais analyste politique. C'est bizarre qu'il soit là depuis 60 piges. C'est plutôt Bref. l'explication, du coup. Oui. Voilà. Peut-être inverser la cause et la conséquence. Et maintenant, Chris, je te laisse parler de Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon par Alain Duhamel. À votre avis, est-ce qu'il va être un petit peu insultant, très insultant ou extrêmement insultant ? C'est la question. Alors, unique, violent, fréquemment injurieux, délibérément manichéen, constamment polémique, souvent d'une mauvaise foi confondante, dans la vache, sans doute le leader politique le plus charismatique de France. C'est une personne détestable mais charismatique, qui fascine et entraîne, l'orateur le plus impressionnant, ça je pense que voilà, intellectuel et idéologue. T'imagines, il a dû mettre tous les trucs pour pouvoir vendre le bouquin, tu vois. Non, mais j'ai dit des compliments, mais regardez ce que j'ai dit au départ, quoi. Je pense qu'il adore Jean-Luc Mélenchon, mais il peut pas le dire. Sinon, comme tu l'as dit précédemment, sa carrière est dans le dur, tu vois. Donc là, il dit, il est méchant, machin, mais c'est celui, tu vois. Donc tout ce qu'il y a avant le mais est bidon. Donc en fait, on voit que Duhamel adore Jean-Luc Mélenchon. On peut juger son idéologie de la rupture dangereuse. On peut. Voilà. Nous, on pense qu'elle est dangereuse. Mais la question, c'est pour qui ? Il a lancé LFI, parti militant, numérique, ultra sectaire. Donc ultra discipliné. Voilà. Est-ce que tu t'es déjà baladé au Parti Socialiste, Alain Duhamel, s'il te plaît ? C'est ça. Il est pas sectaire, le Parti Socialiste, mais du coup, il est ultra discipliné pour appliquer le néolibéralisme. Ah bah oui. Ouais. En 2012, il a effacé le PC. En 2017, il écrase le PS. En 2022, il gagne en efficacité. Il l'a perdu en présidentialité.
ce qui est totalement bidon. Il suffit de voir les sondages actuels qui sont déjà beaucoup plus hauts que ce qu'ils n'ont jamais été. Alors là, il donne des gages, sûrement pour pouvoir garder sa place encore 60 ans. Après le pogrom de 2023, peut-on combattre à ce point Israël sans frôler ou jouxter l'antisémite ? Il s'en défend furieusement sans convaincre ses adversaires ni ses alliés. Donc voilà, vraiment le dégueulis standard sur Mélenchon. Est-ce que ça vaut le coup d'y répondre ? Je sais pas, on a fait plein de capsules là-dessus, on en fera d'autres. Oui. Mélenchon est l'adversaire principal de tout cet ordre-là, aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est pas l'adversaire idéal de ceux qui se sont tatoués 1917 sur la fesse gauche. C'est pas le prolétariat en masse, comme il y en a qui rêvent quand ils regardent des films d'Eisenstein, je suis d'accord. Mais en étant un peu sérieux, voir les potentialités et les limites de ce que le centre impérialiste offre comme rupture et bifurcation, Mélenchon est capable de transformer un pays du centre proche de l'impérialisme, atlantisme, de l'OTAN, de l'UE, qu'est la France, vers quelque chose qui, justement, tente une voie différente, voilà, qui commence à amenuiser l'impérialisme, qui commence à l'attaquer, avec effectivement des traces d'un impérialisme français, qu'on peut appeler nationaliste, etc. Donc il faut critiquer, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, ce que fait Mélenchon, c'est un amenuisement de l'impérialisme à l'échelle mondiale, et on ne peut pas le traiter sans la force sociale qu'il représente, les millions d'électeurs qu'il a derrière ce programme-là, et c'est ce qui fait peur, effectivement, au bloc bourgeois et à tous les tenants de l'appareil de production. Et quand je dis tenants, c'est bien les propriétaires et non pas ceux qui le tiennent réellement tous les jours et qui le font tourner, le salariat généralisé. Donc oui, il fait peur, oui, il va être diabolisé, il ne faut surtout pas qu'il ait peur de cette diabolisation en essayant de se recentrer, parce que ça, il aura ni le beurre ni l'argent. Soit on a la diabolisation et donc on peut se permettre la rupture, soit on n'a pas de diabolisation et il faut recentrer le programme. Et à ce jeu-là, quand quelqu'un a un programme au centre ou mesuré, eh ben ce sera toujours le moins diabolisé qui gagne. Donc voilà, Mélenchon à fond, diabolisation et rupture, c'est comme ça qu'il arrivera au second tour et qu'il pourra gagner. Juste après, nous allons passer à Eduardo Filippo. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit comme ça. Non, c'est bien. Notre cher Édouard Philippe. Que nous dit Alain Duhamel sur Édouard Philippe ? Il a le niveau. Un fantassin aguerri, le contraire d'un hussard. Il a choisi la stratégie de la tortue. Fantassin aguerri, en fait, là, c'est celui qui est le plus en train de tirer dans le dos de Macron. C'est tous les débris du macronisme. C'est trop bizarre de dire ça. Donc, je vous rappelle, Édouard Philippe, avec son parti Horizon, ils ont voté contre le budget de la sécurité sociale. Ils ont voté contre, ils ne se sont pas abstenus. Marine Tondelier s'est abstenue, rappelle. Philippe a voté contre. Et ils ont même appelé à la démission de Macron. Enfin, c'est pour vous dire le niveau d'adversité dans lequel il est, parce que lui, Édouard Philippe, c'est vraiment le dernier qui va essayer de récupérer le bloc central. C'est vraiment son objectif politique. Et donc, on va voir ce que ça donne. Le graphique le place à combien déjà, Chris ? 12, je crois ? 10, pas plus. Ouais, c'est ça. 10 points. 10-12. 10 points, noisette, quoi. Exactement. Son principal atout est son bilan de Premier ministre. Alors là, vraiment, il va falloir se lever tôt, Alain, pour nous expliquer. Ah, oh putain, je viens de lire la suite. Ah oui, c'est pour ça. Je te laissais le dire. J'étais prêt, j'attendais. Pendant la crise du Covid, il s'est montré solide, humain, modeste. Mais attendez. Alors, les gars, un jour, on va faire. Vraiment, c'est pareil, c'est comme les trucs sur l'industrie pharmaceutique et tout ça. C'est des trucs qu'il faut qu'on traite en format long, monté, travaillé, écrit et tout. Je suis en train là de monter des équipes pour tout vous dire, pour qu'on fasse ce taf-là. Mais on va faire un bilan du Covid, un bilan politique du Covid. C'est une dinguerie de dire que le bilan d'Édouard Philippe, Premier ministre pendant le Covid, est positif. C'est une dinguerie. Ils ont géré ça comme des merdes, mais vraiment, ça, c'est sûr. C'est vraiment une gestion catastrophique. Alors, à la décharge peut-être d'Édouard Philippe, il devait se gérer Emmanuel Macron, qui était complètement zinzin. Alors, vous étiez pas du même côté que moi à ce moment-là. Nous, on était en mode, on montait les centres de vaccination avec, grosso modo, nos vulves et nos couteaux. C'était vraiment ça. Vraiment. C'est-à-dire, voilà, 3 bouts de corde, machin. Vous devez monter un centre de vaccination en 2 jours. On nous a annoncé ça. On nous dit, ouais, les doses de vaccins sont commandées depuis 6 mois et on nous prévient 1 semaine avant qu'elles arrivent. Bon, ben voilà, elles vont arriver, il faut s'organiser, chacun sur votre territoire, vous vous démerdez et tout est là. Mais putain, mais si ça fait 6 mois que vous savez...
Pourquoi vous nous l'avez pas dit dès ce moment-là pour qu'on puisse anticiper un peu, bande de teubés? Et ce n'était que ça. Ce n'était que ça tout le temps. Nous, au moment d'ouvrir le centre de vaccination, on dit du coup pour les prises de rendez-vous, ils nous avaient prévu des rémunérations pour tenir les centres de vaccination quand on était médecin, les gars. Des niveaux de rémunération hallucinants, beaucoup trop haut, je vous le dis. Les niveaux de rémunération des médecins dans les centres de vaccination, c'était, je crois, 100 balles net de l'heure. C'était une dinguerie. C'était énorme. Tranquille. Pour faire pas grand-chose. Enfin, je vous le dis, dire aux gens est-ce que vous êtes allergique, machin et tout, ok, passez, allez vous faire vacciner. Enfin, c'était pas. Voilà quoi. Et par contre, pour faire exactement le même taf, les sages-femmes étaient payées 2 fois moins. Voilà, bon, tout va bien. Par contre, tu vois, quand on leur a dit oui, d'accord, bon, c'est sympa de nous filer énormément de thunes pour tenir le centre de vaccination, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'autant de thunes que ça, mais bon, pourquoi pas, tu vois. Mais par contre, est-ce qu'on a un poste prévu pour quelqu'un qui prend les rendez-vous? Et là, ils nous disent ah ben non, du coup, pour faire des économies, on va faire des prises de rendez-vous par Internet. Et là, je leur ai dit alors, nous commençons les vaccinations dans le trou du cul de ma campagne. Les premiers à devoir être vaccinés, c'est les plus de 75 ans. On parle des gens de plus de 75 ans de chez moi. C'est-à-dire, c'est des gens, ils n'ont pas les chiottes dans la maison, d'accord? Et ils trouvent qu'avoir accès à l'eau chaude au robinet, c'est un peu trop du confort. Je vous situe un peu les gens. Ils parlent en patois, ok. Et là, tu vas leur dire, alors Ginette, tu vas prendre rendez-vous par Internet avec Doctolib. Tu connais Doctolib? T'es là, putain. Et donc voilà. Mais là, je vous donne des petits trucs de base, mais ce n'était que ça. Macron a fait des interviews dans les journaux où il dit, je n'ai plus besoin d'écouter les experts et tout, parce que moi, j'ai lu les études scientifiques, j'ai très bien compris. Et donc, ce n'était que ça, c'était géré n'importe comment, toutes les questions politiques qui auraient dû être posées à ce moment-là, c'est-à-dire pourquoi on n'a pas d'autonomie sur la production de nos médicaments de base, pourquoi on ne rachète pas Air Liquide pour pouvoir produire nous-mêmes l'oxygène, pourquoi vous avez balancé à la poubelle des millions de masques dont on aurait eu besoin, pourquoi il y a des brevets sur des traitements qui sont nécessaires pour la vie de tous les êtres humains de cette planète, pourquoi c'est Pfizer, une énorme entreprise américaine qui récupère le travail qui a été fait par une boîte de biotech française, d'accord, qu'on pourrait mettre à disposition pour tous les peuples du monde, Cuba, machin, les Chinois, tous les peuples africains, etc. Mais donc, pourquoi c'est Pfizer qui récupère le brevet là-dessus? Toutes ces questions n'ont pas été posées. La gestion a été catastrophique. Alain Duhamel, mais honte à toi. Toi, tu devais être le genre de connard qui applaudissait à la fenêtre, là. Oh là là. Bref, voilà. Désolé, ça m'énerve. Un jour, on refera un point sur tous les aspects du Covid. Je vous le promets. Ça ne sera pas tout de suite, mais on va le faire. Il est humain, il est humble, il est modeste. C'est ça que pense. Voilà. Effectivement, sa réussite est humain modeste. Et humble. Humain, humble, modeste, mais vraiment, faut aller se faire foutre. Hein. Bref, donc, Édouard Philippe est en somme à la fois cette noblesse d'État qui a donné tant de dirigeants à la Ve République, mais aussi, plus discrètement, une personnalité atypique, pudique, presque décalé, mais tais-toi, Alain Duhamel. Ça y est, je vais me commencer à insulter Alain Duhamel toutes les 3 mots, tellement il m'énerve. Ça y est, je n'en peux plus, j'ai passé mon cap. Je crois que le coup du bilan du Covid, c'était trop bien. Ça m'a fini. J'étais déjà un peu énervée avant, mais là, vraiment, ça me fume. Il possède un moteur solide, conduit bien, mais joue rarement à de l'accélérateur. Et là, personne ne comprend en lisant ça. Alors, j'espère que dans le reste du bouquin, il explique, mais personne ne comprend en lisant ça que le mec, c'est le gars de la Macronie qui est le plus opposé à Macron actuellement. Personne ne comprend ça. Mais tu sens un petit... T'as remarqué ou pas? Petit crush de Duhamel. Ouais, oui, par contre, oui. Moi, c'est son préféré, là. Hein, je sens, grâce à mes neurones miroirs, les papillons dans le ventre d'Alain Duhamel, actuellement. Alors, on continue avec un autre style, là. Bruno Retailleau. Nous venons de faire une capsule sur la campagne de Bruno. Allez la voir, vous allez bien rigoler. Vous avez Bruno avec une tronçonneuse. Bruno qui tend le doigt comme ça vers vous. Et qui tente de faire du Milei, du Sarkozy 2007. Une espèce de gloubli-boulga, je veux te dire la ratatouille. Bon. Alors, Duhamel, que nous dit-il? Un homme de qualité, de grande qualité, un catholique traditionnaliste, très traditionnaliste. Je confirme. Toujours ce problème de devoir faire des phrases plus longues que ce qui était prévu au départ. Donc le mec redit la même chose mais avec trait devant. Trop traditionnaliste, voilà, anti-mariage pour tous, voilà, bon. Un homme droit, une forte personnalité, des convictions aussi respectables qu'anachroniques. Alors, d'où c'est respectable, Alain Duhamel, d'être contre les droits des personnes LGBT, enfin bon, bref. Mais en fait, c'est qu'en fait, pour lui, il dit être nazi, c'est pas que c'est pas respectable, non, c'est que c'est anachronique. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et là, c'est très intéressant parce que tu te dis, ouais, le nazisme en 42, franchement, moi, je trouve que c'est pas dénué de sens, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment l'opportuniste, c'est vraiment un journaliste de cours, quoi. Anachronique, désuète, décalé, mais authentique, voilà. C'est un homophobe, mais authentique. Tu vois, il triche pas, hein. Il aime pas les homosexuels, les gays,
mais c'est authentique. C'est un peu décalé Ouais, par c'est rapport à la société, mais c'est authentique. Voilà. Et bigrement, alors, il a mis bigrement, c'est pour faire traditionnaliste du coup, bien défendu. À lui tout seul, en 1 minute, il a imposé sa propre censure à un gouvernement qui paraissait pourtant être celui de la dernière chance, irresponsable, évidemment disproportionné, l'alpiniste hardi et véloce à dévisser. Alors moi, je m'imagine Retailleau en alpiniste, donc c'est le seul moyen pour moi de le trouver sympathique, c'est avec un piolet à la main. On va pas se répéter, mais vraiment Retailleau, c'est le Glucksmann de la droite. Hein. Il essaye de retrouver un espace sans faire d'alliance, sans faire de primaire. Un espace, Glucksmann veut l'espace Macron 2017, lui il veut l'espace Fillon 2017. Donc il tente tous les trucs un peu conservatrices, un peu vraiment. Fillon avait ça. Alors Fillon avec plus le côté expert comptable, là il arrive avec sa tronçonneuse Milei parce que l'époque a changé. Mais tu sais, il y a plus de sous dans les caisses, machin. Tu sais, la France est en faillite. C'était la phrase de Fillon. Fini la France du canapé, voilà, a dit Bruno Retailleau. Donc allez voir. Bon, je pense qu'il fera. On a dit 10 pour Philippe. On avait mis 14 la prophétie. Les deux ont peut-être 25 à se partager. C'est possible qu'avec ces conneries de tronçonneuse un peu débiles, peut-être que ce sera Philippe à 14 et lui à 10, hein, parce que c'est un peu qui tout double ce genre de tactique, quoi. Je te laisse après un de ton préféré. Oui. Fabien Roussel, les amis. Alors, allons-y. À votre avis, Alain Duhamel aime-t-il Fabien Roussel ? Moi, je n'ai pas encore lu, hein. Je fais l'hypothèse que oui. Même ses adversaires politiques le reconnaissent. Il est sympathique. Et ben voilà. Nous, on est ses adversaires politiques et on trouve pas qu'il est sympathique. Alors, c'est pas tout à fait vrai, Chris, parce qu'on aime bien quand il fait ses recettes de cuisine. Ouais. C'est la salade de hareng et tout. Oui, mais en fait, c'est Franck Dubosc que t'aimes bien. C'est pas, c'est Patrick Chirac que t'aimes bien. C'est pas Fabien Roussel. Voilà. C'est vrai. Il vit comme des dizaines de millions de Français. Populiste, mais populiste ancré à gauche. Il privilégie davantage l'autonomie de son parti, intègre bruyamment l'écologie sous la bannière écolo-coco. Alors comme si, mais vraiment, si t'as un truc à dire sur la ligne de Roussel, t'es l'écologie quoi, mais n'importe quoi. Écolo-coco, on dirait un truc de Ruffin. Tout en restant pro-nucléaire. Décidément, il ne fait pas les choses banalement. Ouais. Fabien Roussel a bien fait de prendre un tournant au PC. Trop tard pour le remettre à flot. Le meilleur candidat communiste à la présidentielle depuis Georges Marchais. Tu vois, il le suce, c'est une folie. Mais le verdict des Français est sans équivoque, 2,2. Mais c'est peut-être que c'est pas le meilleur candidat communiste depuis... Après, peut-être qu'Alain Duhamel n'est pas le mec le mieux placé pour désigner qui est le meilleur candidat communiste du 21e siècle, je sais pas. Hein. C'est marrant parce qu'en fait, si tu veux, les Duhamel, les El Kabbach, là, ces dinosaures-là ont fait leur premier combat face à ce monstre qui était Marchais, quoi. Donc ils ont une espèce, je pense, d'affection à ça. Mais en fait, ils adorent le communisme folklore rigolo. Ils se remémorent les phrases de Marchais, l'Iliade, fais tes valises. J'entends Mitterrand. J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13h, quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fait les valises, on rentre à Paris. Et nous sommes rentrés à Paris. Et donc oui, c'est un espèce de communisme folklore qu'ils aimaient avec Marchais, qui avait disparu quand on était avec Robert Hue, et puis après Marie-Georges Buffet, qui était vraiment une espèce de succursale du PS. Et là, ils retrouvent ce communisme folklore, c'est-à-dire le communisme qui les amuse, qui les fait rire, qui est rigolo, mais qui prendra jamais le pouvoir. Donc c'est pour ça qu'ils le sucent, quoi. Le problème de Mélenchon, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui veut bifurquer dans le capitalisme, exactement comme Roussel, on va pas lui enlever à la rigueur, mais qui peut lui-même prendre le pouvoir et qui est assis justement sur un bloc populaire, et un bloc populaire à l'image de ce qu'est le peuple français aujourd'hui, féminisé, donc les questions féministes sont importantes, jeune, antiraciste, ce que n'est pas Fabien Roussel. Ce qu'ils aiment dans Fabien Roussel, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est aussi le bloc populaire qu'il y a derrière, de vieux apparatchiks, un peu ruraux, c'est-à-dire la France ancienne, quoi, par rapport à la Nouvelle-France. Et c'est pour ça qu'ils adorent Roussel, parce que non seulement il n'a aucune chance de gagner, puis il est assis sur une vieille France que eux adorent et qui va disparaître avec eux, quoi. Surtout, les communistes qu'ils aiment, c'est les communistes dont ils sont sûrs qu'ils ne mettront pas en place le communisme, quoi. Exactement. Ensuite, mon cher Chris, nous passons à une de nos préférées. Marine Tondelier, je te la laisse, elle est pour toi. La Nuts Queen, la reine des noisettes, voilà. Et donc, regarde, on va avoir tous les trucs. Alors, moi, j'attends. Alors, on va essayer de pré-shot parce que, franchement, tu vois, Tondelier, je pense pas que tu puisses lui accoler les trucs agressifs, violentes, etc. Non. Enfin,
Ben, on va voir. Est-ce que Alain Duhamel est suffisamment misogyne pour arriver à dire ça de Marine Tondelier? Alors, elle va faire un truc, tu vas voir. Moi, je pense qu'il est misogyne aussi. Voilà. Elle parle cru. Ah, ça, c'est vraiment, tu sais, genre... truc qu'on dit aux femmes. Elle parle cru, elle se cache pas. Bon, et tu vas voir, ça continue. Triomphante ou furieuse, ce qui ne signifie pas qu'elle soit maladroite. Tu vois, genre, bon. Alors, Oh là là. comme avait dit une fois, mais ça va être un jeu de mots, mais ça va pas te plaire, mais bon, je l'apprécie. C'était, je ne sais Je viens de dire la suite. tu vas voir. Je ne sais plus qui, mais je trouve qu'il y a une phase, elle parle un peu, il me rappelle un peu ces journalistes qui commentaient Ségolène Royal. Elle est fraîche, elle est crue, bon, elle est un peu maladroite, et il y a eu cette phrase dire elle est maladroite, mais elle est encore pire à gauche, tu vois. Bon, est-ce peut-être le problème de Tondelier? Bon, ça reste un jeu de mots, je sais, Zoé, que tu ne vas pas te rouler par terre pour ça. Voilà. Alors, je continue. Plus spontanée, plus véhémente aussi. Insupportable dans les débats. Bon. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi que dans les débats. Moi, je trouve qu'elle est insupportable tout le temps, mais bon, ouais. Mais coupant sans cesse la parole aux autres, avec une voix qui grince. Voilà. Misogyne de fou, hein, pour moi. Ah ben oui. Toujours pugnace, souvent acide, inlassable et vindicative, néanmoins constructive et unitaire au sein de son camp. Elle a acquis de l'autorité, sinon du charisme, de l'incarnation, sinon du prestige, de la force, sinon de la puissance. Et vraiment, ouais. Le mec, il a écrit 20 livres dans un livre. Il y a un style qui change à chaque fois, c'est horrible. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de Marine? Bah Marine, la pauvre, hein, elle va faire sa petite primaire des noisettes sans le PS, sans le PC. Donc elle va faire une primaire des noisettes en mode Europe Mais Écologie. si, avec Génération.s, Voilà. Benjamin Lucas. Je crois que C'est bien, voilà, ça. Génération va faire comme aux européennes, ils vont se diviser entre l'AFI et ce truc-là, donc ils vont finir à l'AFI. Je rappelle qu'ils se sont fracturés, certains sont allés avec l'AFI, sont députés européens à l'AFI aujourd'hui. On rappelle très vite fait parce que personne ne connaît Génération Crise, donc il faut leur dire, c'est le parti de Benoît Hamon, C'est ça. le plus grand cocu de l'histoire du Parti Socialiste qui a gagné une primaire en 2017. Puis tout le monde s'est barré pour aller soutenir Macron. Et Voilà. de la fille de Gérard Filoche, Léa Filoche aussi, on oublie de le rappeler. Oui. Ça. Voilà. 2 générations de Filoche à gauche. Donc ils se sont fracturés, une partie des députés de Génération qui avaient été élus en 2019 sont devenus des députés FI au Parlement européen. Et donc ils vont se fracturer et ils finiront à la FI en partie ou chez les Verts, je pense. Voilà. Et donc il va rester les Verts et l'après. Et peut-être Ruffin, mais moi j'y crois même pas que Ruffin il va aller dans cette purge, mais bon, why not? Bah, remarque, il a peut-être une chance. Donc à la fin, il restera personne. Ils vont tous partir. Ils vont faire une Jadot 2017. Ils vont partir chacun de leur côté. Et peut-être à la fin, mars-avril, ils rallieront le mieux placé pour éviter d'apparaître comme des diviseurs. Mais en tout cas, ils vont tous se présenter. Donc Marine Tondelier n'a vraiment aucune chance. Si elle arrive avec un truc de primaire, elle aura peut-être la chance de rallier derrière elle l'après, Ruffin, peut-être d'arriver à 4-5%. Ce qui est pire en fait, parce que du coup elle va prendre plus de voix aux autres gauches, donc elle sera apparue comme encore plus diviseuse. Donc ça va être une espèce de Taubira bis. Vous vous rappelez Taubira et sa primaire populaire, ça se destine à ça. Bon, on va suivre ça nous parce qu'on adore ça. Et vous inquiétez pas, s'il y a une primaire, on l'organisera, on va faire un truc très sympa en backup, comme on dit. Alors, ensuite, Dominique de Villepin, mon cher Chris. Alors là, je suis sûre que un mec comme Alain Duhamel adore Dominique de Villepin, mais c'est sûr. À mon avis, s'il peut se marier avec Dominique de Villepin, il le fait. Alors, ça commence. Un séducteur redoutable. Mais Alain, écoute, t'es J'adore. pas obligé. Merci, monsieur Duhamel. Nul n'est plus vivant, plus ardent. Il y a vraiment un sous-texte un peu... Moi aussi, je vous aime, monsieur Duhamel. Plus allant que Dominique de Villepin. Cultivé, polyglotte, avide d'action, d'éclat. Mais la nuance n'est pas son fort. Un expert en machination, en piège, un virtuose de la calomnie. Oh, Un virtuose quand même stratège, c'est quand même le gars qui a dit à Chirac en 97 vas-y, tu veux retrouver une majorité, j'ai un truc, tu te dissous. dissous. Et donc qui a mis Jospin au pouvoir. Voilà. Bref. Et la gauche plurielle de l'époque. Ça n'a pas été une grande réussite. Mais bon, ça, pour le coup, c'est pas de la faute de Villepin. Enfin, quoique, peut-être que tu sais,
Il a fait son truc, il a dit ouais, comme ça, le PS, ils vont prendre le pouvoir, ils vont faire les grosses merdes. Et là, boum, t'es face à Le Pen en 2002 et boum, Ah t'es ouais, ça représident. se trouve, c'est un fou furieux. Ça se trouve, il lit le graphique lui aussi, quoi. Comme secrétaire général de l'Élysée, infatigable et retors, imaginatif et très manipulateur, tour à tour séducteur et menaçant, très cajoleur et très brutal. Mais il y a vraiment, je sais pas, il a eu une histoire BDSM un peu particulière avec Cajoleur et quoi. brutal. Écoutez, monsieur Duhamel, enfin, je veux dire, moi, je suis gênée d'assister à ça. Je suis quelqu'un d'assez pudique. C'est que room. Surtout Surtout Zoé est anti-sexe, tout le monde le sait sur les internets. Moi, donc, je suis anti-sexe premier degré, hein, c'est bien connu. Alors, je suis particulièrement anti-regarder le sexe entre Alain Duhamel et Dominique de Villepin. Je vous le dis, autant. Alors, vraiment, les gars, si vous êtes heureux comme ça, enfin, moi, j'ai aucun Let's problème. go. Vraiment, force à vous. Mais si je pouvais ne pas assister à ça, ça m'irait bien. Moi non plus. Comme Premier ministre, il est nommé, c'est un succès. Il gouverne, c'est un échec. Il a la religion de la France, mais ne connaît pas les Français. Attends, mais qu'est-ce que ça veut Moi en dire plus, c'est vrai, il a la religion de la France. On lui avait soumis une super idée de parti avec Oui. le graphique qui est pas dû. L'idée L'idée de de la la France. L'idée de la France, Oui. c'était magnifique. Il a choisi pire que ça. IDF. Mm. Mais il a choisi son nom de con, là. Ouais, nul. Bref. Il a passé sa jeunesse à l'étranger. On s'en bat les couilles. Adulte, il a été de poste diplomatique en poste diplomatique avant de se précipiter aussitôt dans les seuls palais nationaux. Un adorateur de la France, si loin des Français. Mais très près d'Alain Duhamel, du Voilà, coup, de ce qu'on a c'est- compris. c'est- Écoutez, voilà. Nous vous souhaitons de pouvoir vivre votre idylle tranquille pendant votre retraite, monsieur Duhamel. La Villepin, qu'est-ce qu'on peut en dire, Zoé? On a fait une vidéo dessus, pareil, n'hésitez pas à aller la voir. Et oui, on fait un petit récap de toutes les choses qu'on a faites. On a parlé de beaucoup de choses, c'est ça, de sortir des trucs tous les jours. On finit par avoir à peu près tout traité, mais on peut toujours en rajouter. Villepin, il va tenter de se faire son trou de souris, il n'a pas d'espace, globalement, il n'a pas d'espace, il va tenter d'avoir cette espèce de position, on l'a vu avec Gaza, tu sais, d'essayer d'être un peu moins sioniste, zinzin, que la moyenne des gens. Moi, je pense que ce que Villepin, il pourrait éventuellement capter, du coup, tu sais, avec ce move de Gaza et tout, c'est un vote de droite de gens issus de l'immigration, notamment arabo-musulmans, qui sont très touchés par l'enfer que c'est à Gaza et tout le sous-texte islamophobe qu'il y a derrière et tout. Et comme lui, il se positionne moins raciste et moins islamophobe, mais toujours très, très, très à droite sur les questions sociales, économiques, etc., peut-être que toute cette frange qui devrait normalement voter à droite si nous n'étions pas un pays de racistes complètement zinzin, de ces franges, on va dire, cadres, commerçants, etc., petite bourgeoisie musulmane de France, tous ces gens-là devraient pouvoir aller voter Villepin. Mais en fait, en pourcentage de la population, ça représente vraiment pas grand monde, quoi. Ça représente quoi, je pense 3%. Ouais, c'est Même ça. pas. Et ils iront pas tous d'ailleurs derrière Villepin. Ah ben non. C'est- Non, moi je parlais de la frange de Ouais, droite t'as raison, de t'as raison. l'électorat musulman. Donc, Qui votent c'est, plutôt, qui a plutôt 2-3%. Ouais, les analyses de vote des gens qui se déclarent musulmans, c'est toujours compliqué, etc. Bah oui. C'est Ça veut tout souvent et rien les dire. musulmans peu pratiquants qui votent beaucoup Mélenchon, c'est très populaire, etc. Et les gens très pratiquants ont plutôt voté Macron. Et en fait, c'est plutôt ces gens-là, très intégrés, libéraux parce que, comme tu dis, petite bourgeoisie, ou parce que en haut à droite du graphique, qui voteraient plutôt Macron en 2017, peut-être en 2022 aussi, parce que c'était avant Gaza, qui là seraient peut-être tentés par Mélenchon, mais peut-être Mélenchon trop illibéral sur le plan économique pour eux, pourrait alimenter un petit peu Villepin, qui deviendrait une deuxième offre non islamophobe et ultra-sioniste dans le paysage français. Donc voilà, mais tout ça, ça représente 2-3% à la fin. Pour la majorité des gens populaires, même si vous soutenez Gaza, c'est un type qui est trop de droite. La majorité quand même des gens qui sont concernés Oui. par l'antiracisme, par l'antisionisme, par justement l'anticolonialisme, l'anti-impérialisme, sont des Après, gens de à un gauche. moment, le gars va vouloir vous niquer vos services publics, Voilà, la baisser retraite vos et tout. cotisations, vous faire bosser plus, en vous payant moins, pas d'hôpital public, fin de l'école publique et tout ça. Enfin, ça reste la droite, de droite, de droite, de droite, hein, Ça. Villepin, hein. Donc il est quand même trop de droite pour ce peuple de gauche, et il est trop de gauche, enfin trop, voilà, pour des gens de droite, et surtout il a pas Pas assez d'appareil. raciste. Voilà, il a Pas pas assez d'appareil. raciste. Exactement, et il a pas d'appareil. Donc il veut faire un pacte libéral non raciste. Ça n'a aucun sens dans la France de 2027. Donc il a pas d'espace, et surtout il n'a
pas de parti derrière lui. Donc pas d'espace politique plus pas de parti. Il est détesté par la droite, il est détesté par les macronistes. Donc c'est un type qui va faire 3-4%, pas plus. Et en plus, je pense, alors à part Duhamel, dont je vois effectivement des petits frissons, voilà. Mais je pense je pense qu'il est aussi détesté par la classe journalistique. Et donc ils vont pas non plus le faire monter comme ils font monter un peu artificiellement la mayonnaise Glucksmann, tu vois, parce que justement il a pas cette ligne sioniste, atlantiste, pro-Union européenne. Donc vraiment il a pas d'espace journalistique, pas d'espace populaire, pas d'espace politique, pas de machine de parti. Il est destiné à faire 3-4, c'est sûr et certain. Carrément. Bon, voilà, nous, on l'a dit, Dominique de Villepin, s'il arrive à avoir les signatures, parce qu'en plus, tu veux, Chris, il y a ça quand même. Hein. Les appareils le détestent tellement que pour que le gars ait les signatures pour pouvoir se présenter, en vrai, je pense que ça va être chaud pour sa gueule. Ça va y avoir des mises sous pression et tout, de la droite, là, pour pas que les élus locaux de droite filent leurs signatures. Ça va être un peu technique pour eux, je pense. Bref. Ensuite, on a Laurent Wauquiez. Alors, tu vois, c'est marrant ce qu'on va rester... Ton truc de BDSM me met des images là. Bad boy de la politique française. Ça me rappelle. Sérieux, ce personnage. Wauquiez, bad boy de la politique française, mais c'est un énorme bourgeois. Enfin, tu te rappelles de ce personnage dans le SAV d'Omar et Fred qui jouait Fred de BDSM. Qui lui demande si tu viens plus aux soirées. Ouais, et qui disait casse-moi la bouche, bad boy. Arrête là, j'ai l'image de Duhamel. Casse-moi la bouche, grand fou, grand bad boy. Bref, voilà, ça m'a fait penser à ça, l'enchaînement. Pardon les gens pour ça. Voilà. Mais voilà, bad boy, brillant, peut-être le plus brillant de la politique française. Non, vraiment. Non, Alain, détends-toi. Enfin... Non, brillant à la rigueur quand il fait des notes de frais en région Rhône-Alpes. Là, par contre, ça rigole plus. Là. Interrogation constante sur son authenticité. Oui. Tout à fait. Sa sincérité, sa vérité. Oui, c'est... Il s'est trop nui à lui-même par manque d'authenticité et de constance. Alors là, il y a une répétition. Voilà, c'est pas très facile à lire. Né avec une cuillère d'argent dans la bouche, plus qu'aucun de ses prédécesseurs à la tête de LR, et même auparavant des Républicains, de l'UMP, des gaullistes. S'il est cynique, il est résolu et peut-être fort bon manœuvrier. Un condottiere. Mais toi, t'as fait de l'italien, non, t'as fait que de l'allemand. Non, moi j'ai fait de l'allemand comme une débile. C'est ça, voilà. Donc bon, Wauquiez, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le Olivier Faure de la droite. Ce qu'il essaye de jouer, c'est de ramener avec lui beaucoup de gens de droite par une primaire. Voilà, c'est ça qu'il veut faire. Et il a dit jusqu'à Sarah Knafo. Voilà. C'est ça. Donc donc peu d'espace parce que de toute façon, le RN, alors si le RN sort, s'il y a une division RN, si Bardella sort, il n'aurait aucun intérêt à aller se foutre dans une primaire avec Wauquiez et Knafo, justement parce qu'il a un espace politique. Il aurait plutôt tendance à dire venez vers moi, voilà, à Retailleau, ce genre de gens. Et vraiment, il a personne comme Édouard Philippe va vouloir aller à sa primaire. Il y a des gens qui vont venir, genre Xavier Bertrand, et puis qui vont perdre. Et puis voilà. Donc vraiment, il y a vraiment pas d'espace pour une primaire, et la primaire devient à droite quelque chose de catastrophique. Mais il va tenter ça. Ça va être une catastrophe. C'est le destin de Wauquiez qui est catastrophique en règle générale. Et son ennemi absolu, là, en ce moment, vous avez capté, c'est Retailleau, avec qui il est en train de se taper fort. C'est ça. Lui, chef du groupe parlementaire, Wauquiez, et Retailleau, chef du parti. On va dire, grande opposition classique dans les partis. C'est l'opposition Valo-Faure, chef du parti et chef parlementaire, avec deux stratégies différentes. Voilà. Et on termine par... c'est dans l'ordre alphabétique. But not least. Éric Zemmour, ce fameux Éric Zemmour. Tu sais qu'on l'a pas assez explosé, Éric Zemmour. Non. Je vous promets, les amis, on va se faire du Zemmour, on va se foutre de sa gueule. En fait, la patte du team est arrivée trop tard. Nous, on est arrivé après sa tartine en 2022. Tout le monde a vu que c'était une baudruche, un risible, un médiocre. Bah ouais, on est arrivé un peu tard, il était déjà mort. Mais le cadavre bouge encore. Alors, on va le voir. Même Duhamel comprend ce qui se passe. Voilà. Le grand perturbateur, le prophète déchaîné de l'apocalypse. Alors oui... Si on veut considérer que le mec vienne nous expliquer que le risque majeur actuellement en France, c'est qu'on va avoir un califat et la charia, alors j'imagine, je ne sais pas ce qu'il met derrière le mot charia. Un califat pro-LGBT. Oui, c'est ça.
Et d'ailleurs, les LGBT qui veulent pas être islamophobes ont bien tort parce que c'est eux qui vont se faire balancer du toit des immeubles C'est ça. par le califat qui aura été mis en place en France, évidemment. Alors je vous rappelle, je me permets là, on arrive à la fin de la liste. Citez-moi une seule personne dans cette liste qui ne soit pas blanc. Bah si, Darmanin. Alors, il y a Dati. Non mais, sérieux. Il y a Dati. Il y a... Allez, Darmanin, si on veut. Ah, je sais pas. Admettons. Au sens américain, il n'est pas blanc. Donc il y a Dati, il y a Darmanin. Alors fort et métis vietnamien aussi. Donc si on va là-dedans, on met fort dans les pas blancs. Mais bon, bref. Non. Ça reste quand même que des gens qui ont, on va dire, que ce soit dans leur nom, dans leur présentation physique et même dans leur existence politique, qui sont considérés comme des blancs, tu vois. C'est ça. Et Zemmour, à la limite, bon, qui est d'origine juive maghrébine, tu vois. Bon, voilà. Ah non, mais franchement, tu vois à quel point la classe politique française est blanche, mais genre vraiment blanche, tu vois. Très peu de y femmes. a-t-il une seule... Ouais, très peu de femmes. Mais encore plus, très peu de personnes racisées. Et alors vraiment, mais y a-t-il quelqu'un, parce qu'on en a vu plusieurs là, des gens qui se déclarent catholiques ou déclarent chrétiens, on va dire, ou dont on sait qu'ils le sont, etc., qui se dit musulman là, dans les politiques les plus en vue dont parle Paris Match par les mots de Alain Duhamel. Aucun. Donc si vous pensez, en l'état actuel des forces politiques de ce pays, que le risque absolu, c'est un califat en France, mais vraiment, faut être quand même à un niveau d'aveuglement raciste qui est assez délirant. Et tu vois, avec Zemmour, j'arrête pas de me dire, mais en plus, genre, même s'il y avait 99,9% de nos compatriotes musulmans ne veulent pas de califat. Ça veut dire que même mais si... oui, mais évidemment. Même s'il y en avait 6 ou 7 de manière représentative, je sais pas, enfin bon bref, qui se déclaraient musulmans, comme d'autres se déclarent chrétiens, comme d'autres se déclarent athées, puis ils ne mettraient pas en place un califat. Mais bien sûr. Le califat n'existe nulle part. Mais évidemment. Et ce que je veux dire là, quand je dis ça, c'est que les personnes musulmanes dans ce pays ont tellement peu de pouvoir qu'il n'y en a même pas une qui arrive à avoir des responsabilités politiques de premier plan quand on fait le bilan, tu vois, c'est-à-dire qu'on est à des niveaux d'impuissance politique de dingue, et le mec va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il pense que ces gens-là voudraient un califat, ce qui, comme tu l'as dit, n'est déjà pas le cas, mais qu'en plus il y a moyen que ça ait lieu, mais c'est délirant. La vérité, c'est qu'on a une classe politique largement faite de vieux mecs blancs qui plaisent énormément à Alain Duhamel, islamophobes et racistes, c'est ça la vérité, quoi. Et que le risque principal, c'est plutôt de se faire vendre à l'impérialisme états-unien et de se faire broyer par les politiques néolibérales et austéritaires que ça, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun risque de califat en France, vraiment, à part Éric Nolot, qui peut croire ça, quoi. Ouais. Bref. Le verbe était son terrain, pas l'action. Mais il n'a pas disparu. Si, un peu quand même. Si. Sur le plan électoral, il s'éclipse, oui, tout à fait. Sur le plan idéologique, politique, il s'enracine, il bataille, provoque, choque, multiplie les sorties de route. Mais il compte, pèse, se fait entendre. Je suis désolée, mais c'est pas vrai. Hein. Non, il s'enterre. En vrai, il s'enracine pas, il s'enterre. Il est en train de disparaître. Il est tellement au fond du trou que le seul gars qui lui donne l'heure, c'est Raphaël Glucksmann pour faire un débat avec lui. Ou CNews, ouais. Enfin, ouais, ou CNews, à la limite, Nolot, quoi. Éric Nolot. Enfin, je suis désolée, mais quand la seule personne qui te soutient encore, c'est Éric Nolot, bon, bref. Sulfureux, cruel, raciste, violent, acéré, cohérent, marquant. Effacé par Sarah Knafo ? Voir. Alors oui, déjà, oui. Oui, et ça, effacé par Sarah Knafo, oui. Alors après, bon... Je crois que Sarah Knafo est pas bête. Oui. Et elle va comprendre que, tu vois, quand on a fait l'analyse, allez voir sur sa campagne à Paris. Le lancement catastrophique de sa campagne. Elle a parlé de sécurité pour les femmes, tu vois, très némésis, etc. Mais elle n'est pas allée sur le grand remplacement. Tu vois, elle n'est pas allée le sur califat. Elle n'est pas allée sur je vois beaucoup de femmes porter le voile. Tu vois, je pense qu'ils vont finir par comprendre que ça, c'est dépassé. Le pays est toujours très islamophobe. Mais en fait, c'est un peu une période un peu passée. Ce qui fait que Zemmour est assez peu entendu. À une époque, quand il sortait un livre, on le voyait partout. Il aurait fait France Inter, tu te rappelles, il faisait vraiment toutes les émissions. Là, il passe que sur CNews. Enfin, c'est-à-dire, ce type est terminé. Sa vision du monde est terminée. Le grand remplacement est un concept dont c'est même pas qu'il n'existe pas, on s'en tape. Oui, la France est beaucoup plus musulmane qu'elle ne l'a jamais été et on s'en fiche. Elle est moins blanche et tant mieux. Ça sert à rien de débunker ça. La question, c'est comment
on construit de l'égalité, de la solidarité avec ces caractéristiques-là, avec cette culture qui est en train de se transformer et tout. C'est ça, quel pacte social on crée à l'image de cette nouvelle France. Et tout le monde est en train de le comprendre, c'est ce qu'on appelle nous cette fameuse lame de fond. Et essayer de débunker l'extrême droite en disant mais non en fait il n'y a pas tant d'immigrés, mais non en fait il n'y a pas tant de musulmans. Mais non, si, il y a plein de musulmans. Malheureusement ils sont empêchés, comme tu l'as dit à juste titre tout à l'heure, d'accéder à des postes de pouvoir, que ce soit dans le monde privé, que ce soit en politique, que ce soit partout, parce que c'est des vieux blancs qui s'accrochent à leur vision du monde, à leur culture qui est Et en les train de meufs mourir. encore plus. Et les meufs encore. Les meufs musulmanes, c'est une Voilà. dinguerie. Ce C'est qu'elles ça. prennent dans le monde du travail et tout, c'est une dinguerie. C'est ça. Et donc oui, il faut en finir avec cette laïcité qui est devenue un athéisme d'État qui veut empêcher les religions, qui stigmatise les femmes, qui regarde leur corps, qui les oblige à se vêtir d'une certaine manière. Et en fait, les jeunes générations, on en a parlé quand on a parlé de Bardella, sont plutôt adéquates avec ça. Ça fait très très peur à des gens comme Zemmour. Mais, j'ai envie de conclure là-dessus, c'est notre espoir et notre force, c'est le temps. Voilà, c'est tout. La nouvelle France va déferler, que Zemmour existe ou non, parce que nous sommes plus nombreux et nous avons le temps devant nous, contrairement à vous. Et c'est en plus, tu vois, c'est un peu un message nous on est regardé par beaucoup de gens de notre génération, et notamment des personnes musulmanes. Je sais que j'en parlais notamment avec un camarade qui me disait à quel point c'est une dinguerie pour les meufs de sa génération. Il me dit, moi, je prends de l'islamophobie de zinzin et tout, mais les meufs de mon entourage, mes sœurs, mes cousines, mes potes et tout. Il me racontait comment l'intégration dans le monde du travail est un enfer. On parlait notamment, tu vois, de ces femmes qui sont interdites d'aller plaider, voilées, alors qu'elles sont avocates, de travailler avec un calot à l'hôpital, alors qu'elles sont médecins, infirmières, etc. Notre travail politique à notre génération, de finir de tuer ces mecs et de laisser nos camarades pouvoir exister comme elles l'entendent et de les soutenir à mort dans leur lutte. Parce que moi, ce que je trouve impressionnant avec ces meufs aussi, je le dis, c'est qu'il faut un courage, tu vois, pour assumer ça. Et t'es là, et tu te tapes tes études, et tu te tapes des merdes dans tous les moments de ta vie. Quand tu vas te faire soigner, quand tu vas à l'école, quand t'étudies, quand tu travailles, quand t'es dans l'espace public, quand t'es à la putain de boulangerie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu vas chercher tes mômes à l'école, quand truc. Tout le temps. Et elles tiennent le truc. Franchement, moi, je trouve que c'est extrêmement courageux de tenir dans une ambiance comme ça, aussi dure. Et nous, notre rôle de militant, c'est d'accompagner ses camarades à fond, de les soutenir à fond. Jamais on lâchera là-dessus. Jamais on ne lâchera là-dessus. C'est impossible. Et d'ailleurs, c'est là que tu vois que actuellement, ceux qui font tenir ce système, c'est les capots. C'est les capots d'institutions. C'est ce qu'on disait, c'est les hôpitaux, c'est les structures, c'est les institutions hospitalières, les institutions scolaires, les institutions de la justice, c'est la SNCF, la RATP, c'est tous ces trucs-là. Et donc là, vraiment, il faut aller se les cartonner, ne rien laisser passer. Faut prendre leur place. Lutter. Faut prendre leur place. Exactement. Les gens, allez prendre leur place. Prendre les places. Voilà, prenez les places de ces gens-là. Soyez cadre de la fonction publique. Allez au Grand Orient, là. Non, mais premier degré, il va falloir prendre les places de ces gens pour pouvoir les dégager et arrêter qu'ils se comportent comme des petits capots racistes qu'ils sont. C'est plus possible, quoi. C'est plus possible d'accepter ça. Et on finit là-dessus, je finis là-dessus, mais parce que justement, moi, je serais toujours plus soutien des gens de droite comme Villepin ou Copé qui mènent une lutte de classe mais qui veulent éviter la guerre civile justement en étant beaucoup moins islamophobes et sionistes que des gens de gauche qui veulent mener la lutte de classe en étant islamophobes. Parce que s'il y a une priorité dans ce pays et dans le monde en général, c'est d'en finir avec la hiérarchie raciste. Mieux vaut la guerre de classe que la guerre civile. Il faut toujours tout faire pour empêcher la guerre civile. C'est ce que des Zemmour et d'autres voulaient nous amener. Et je préfère privilégier que la droite existe sans être islamophobe, plutôt que me considérer camarade avec des gauches islamophobes. Voilà. Parfaitement. Une seule guerre, la guerre de classe, et ça vaut pour tout. Sur ce, les amis, il me reste à vous rappeler que nous sommes complets pour l'événement du 20 février, mais qu'il y aura une rediffusion. Et tous ceux qui ont pris leur place, si vous ne pouvez pas venir, prévenez-nous. Vraiment, prévenez-nous parce qu'on va du coup les donner aux autres gens qui ont très envie de venir. Il y aura une rediff YouTube, ne vous inquiétez pas. Donc, vous verrez l'événement du 20 février avec Saïd Bouamama, Nicolas Da Silva et Stefano Palombarini. Vous pouvez aller voir le dernier entretien sur la chaîne On ne veut plus avec Thierry Deron. Excellent entretien, j'arrête pas de vous le rabâcher. Mais si vous voulez savoir vraiment ce qui se passe au Venezuela,
Venezuela. Vous avez là les paroles d'un camarade qui vit en Amérique latine depuis des décennies, qui vit au Venezuela depuis plus de 30 ans, qui est spécialiste des révolutions bolivariennes, qui a écrit des milliers d'articles de blog dessus, qui a réalisé des films et qui vous explique clairement ce que c'est que le chavisme, comment Maduro a géré les difficultés auxquelles il a fait face ces dernières années avec les attaques impérialistes que subissent le Venezuela et qu'il subit encore. Vraiment, allez voir parce que c'est un discours différent de ce que vous allez entendre d'habitude et ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous pouvez aussi aller lire le dernier entretien dans la revue Position Revue, une sociologue qui parle de l'école maternelle, du désembourgeoisement de la gestion de la petite enfance. Entretien mené par Chris, Fabienne Montmasson-Michel qui a écrit un livre qui s'appelle Une petite histoire de l'école maternelle à la dispute que nous vous conseillons. Vous pouvez également nous soutenir comme vous le savez, comme d'habitude, sur le Tipeee, suivre les chaînes, nous suivre sur les réseaux Insta, Twitter. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut les gens. Salut.